Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier plateau de notre fondation 2019. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux ici ce soir pour un débat consacré à un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, à vrai dire, aidant jusqu'en EHPAD. Il y a aujourd'hui plus de 8 millions de personnes qui, à un titre ou à un autre, accompagnent et aident au quotidien une personne âgée ou vieillissante, ou en tout cas qui a besoin de cette aide au quotidien. Et ce sont clairement de plus en plus les invisibles du débat qui deviennent visibles, parce que très précisément, ils et elles, surtout c'est beaucoup de elles d'ailleurs, sont des éléments indispensables dans la prise en charge et dans l'accompagnement de la fragilité ou du grand âge. Et en réalité, c'est depuis un an une question qu'on a beaucoup débattue avec les membres du conseil scientifique de la Fondation, de se dire qu'il fallait en 2019 qu'on se donne des moyens de davantage travailler en direction des aidants. On avait commencé de le faire. Et donc je suis très heureuse que ce premier plateau soit précisément consacré au terme des aidants. Et on a souhaité justement le regarder aussi du point de vue des établissements, parce que parfois on a l'impression que le rôle des aidants s'arrête à la porte des établissements, alors que c'est justement tout l'inverse. En tout cas, c'est ce vers quoi il faut tendre, et c'est, j'espère, ce que le débat aujourd'hui va montrer. Je vais sans plus tarder passer la parole à Serge, notre président du conseil scientifique, pour ouvrir et lancer cette table ronde. Serge, c'est à toi. Merci beaucoup. Mes hommages du soir aux unes et bonsoir aux uns. Alors vous êtes extrêmement nombreux, je pense qu'on est, Sarah, on doit être à peu près dans les records, non? Voilà, on a plus de 110 personnes. Ça fait plaisir parce que le sujet, sans compter les dizaines de milliers de personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Facebook, j'en passe et des meilleurs. Et d'abord, ça fait plaisir parce que le sujet, je disais, est un sujet qui reste difficile, qui reste finalement difficile à porter et qui reste extrêmement récent. Il est depuis tout temps, parce que depuis tout temps, il y a des gens qui ont accompagné d'autres personnes. Les gens en question étaient souvent des femmes, d'ailleurs. Ça reste souvent et majoritairement des femmes. Mais depuis une petite dizaine d'années, on arrive à ce que le sujet soit dans l'espace public, soit pris dans les débats. Il y ait un certain nombre de lois, de reconnaissances, et les choses se font très très progressivement, trop lentement, n'empêche qu'elles se font. On aurait dû d'ailleurs avoir avec nous Michèle Delaunay, qui était la ministre en charge des personnes âgées et de l'autonomie dans les années 2012-2014. Et puis elle est restée bloquée à Bordeaux, parce que la SNCF a décidé de un peu nous embêter avec cette soirée. Donc elle n'a pas pu, au bout d'une heure et quart dans le train, elle a fini par renoncer. Mais c'était important qu'elle vienne, parce que c'est elle, en tant que ministre, qui était la première finalement à ce que dans une loi, on reconnaisse véritablement cette question. N'empêche que nous sommes là, elle reviendra d'ailleurs, elle nous retrouvera lors d'un prochain plateau. Mais en tout cas, c'était vraiment important qu'on puisse en parler, sur la thématique qu'on a prise. C'est-à-dire que aidants, alors les aidants, 8,5 millions de personnes. Dedans, il y a bien sûr des gens qui accompagnent des enfants touchés par un handicap, qui accompagnent des gens qui ont été touchés par un handicap au cours de leur vie, et puis toutes les personnes qui subissent une maladie chronique invalidante, et puis donc, pour la moitié, ce sont des personnes qui accompagnent quelqu'un qui est touché par le grand âge et qui se retrouve dans des pertes d'autonomie croissantes. Et par rapport à ce sujet-là, ce qui nous intéressait, c'était comment j'ai été aidant, comment je suis aidant, et à un moment donné, comment ça se passe si la personne que j'accompagne est accueillie en maison de retraite médicalisée. Quel est mon rôle? Quel est mon statut? Comment moi je vis cette transformation? Il y a le changement pour la personne aidée, évidemment, pour la personne prise en soin, pour la personne accueillie dans la maison de retraite médicalisée, mais il y a aussi une problématique pour la personne qui, d'une certaine manière, avait pris beaucoup de son temps, parfois même avait voué sa vie d'une certaine manière, c'était même parfois oublié, je dirais même trop oublié, quand elle était en train d'accompagner l'autre personne. Et comment je retrouve un équilibre, comment je trouve une place aussi au sein de la structure des maisons de retraite. Tout ça, ce seront des questions qu'on va se poser, qu'on va aborder. Alors, il y a une très très bonne nouvelle, c'est comme Michèle Delaunay n'a pas pu venir, on aura un peu plus de temps pour discuter, pour échanger. Donc vous aurez le droit encore plus à poser des questions, encore plus à échanger, encore plus à témoigner. Je reconnais là beaucoup de têtes connues, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont vécu des choses, et puis des personnes qui ont aussi simplement à témoigner, à prendre des exemples, ou aussi à interroger. C'est quoi demain? Ce sera quoi demain cette question? Comment on va continuer d'accompagner ces personnes? Est-ce que, au-delà
la puissance publique? Est-ce qu'il y aura une vision politique autour de ces sujets? Enfin voilà, tout ça seront des sujets qu'on va pouvoir aborder au fur et à mesure. Alors, on va d'abord, on aura trois personnes qui vont venir sur le là, comment on appelle ça? L'estrade. Voilà. Le plateau. Ben oui, nous appelons ça les plateaux corians. C'est comme pas, voilà, c'est pas bête. Ben oui. Non, au début, on avait fait des plateaux pour que ce soit un petit peu surélevé, pour que les gens me voient. C'était ça la première idée. Bon, puis après, voilà, on a maquillé tout ça. Alors, d'abord, Farida Sadala, qui je propose de venir Ah non, on a d'abord le film? Alors, Farida, on va attendre, je vous présente tous les trois, et ensuite on regarde le film, ensuite vous nous rejoignez. Mais Farida, vous allez venir aussi partager tout simplement votre expérience, où vous avez accompagné votre père, et comment ensuite les choses se sont passées au moment où il a été accueilli. Ensuite, Martine Olanier nous rejoindra. Alors, Martine est quelqu'un de formidable, quelqu'un qui est extrêmement engagé depuis longtemps. Très longtemps sur ces sujets-là, à la fois de manière, je dirais, politique, au sens où, comme élu local, elle a fait en sorte que ces questions-là soient abordées, et puis aussi, et surtout, je dirais, d'abord, de manière très très pratique, elle avait créé il y a très très longtemps une structure d'aide à la personne, donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le sujet, mais qui à un moment donné s'est dit, il y a vraiment une problématique avec les aidants, et entre autres avec cet accompagnement, cette passerelle, et donc elle nous expliquera un petit peu comment les choses se sont organisées, et comment aujourd'hui justement elle accompagne des personnes qui font un petit peu, je dirais, ce pas. Et puis Véronique Châtel, alors Véronique Châtel est là pour plein de raisons. La première, c'est que c'est une jeune femme formidable. La deuxième, c'est qu'elle est membre du conseil scientifique de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Et la troisième, c'est qu'elle dirige la seule revue en France, qui s'appelle la revue Aider, qui est la seule revue qui traite directement de ces problématiques-là. On en parlera. C'est aussi une revue qui n'est pas dans le misérabilisme, qui est une belle revue et qui essaye justement aussi que ces questions-là soient abordées sur des angles extrêmement larges, mais qui permettent aussi de toucher pas seulement les gens convaincus, mais aussi un public plus large. Parce qu'encore une fois, et d'ailleurs c'est la preuve aujourd'hui, si on est juste entre nous à causer, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, et je crois que c'est aussi un des objectifs de cette soirée, c'est justement de pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Alors, on va commencer d'abord par quelques minutes de film, et ensuite on se retrouve sur le plateau. Par moments, je ne reconnais pas ma mère dans ses réflexions, parce que c'était quelqu'un de gentil, voilà. Et je pense que la maladie a fait que elle est plus, quand elle répond, elle est plus agressive que d'habitude. Il n'y a jamais eu un accro. C'est pour ça qu'on me fait du mal quand elle me dit, j'employais les mots, quoi, t'es un con, tu fous le camp, je veux plus te voir. Moi, personnellement, je me culpabilise en permanence de l'avoir mise dans un établissement. Et elle me culpabilise énormément. Le deuil blanc, il faut avoir conscience que cela existe et que c'est quelque part une étape presque incontournable en fait. Et que si vous avez cette conscience-là, eh bien, vous allez l'aborder avec plus de sérénité et avec plus d'engagement. Je t'emmène à table. De limiter le deuil blanc à une notion de simple résignation n'est pas intéressant. De dire que les pertes ont été acceptées, donc c'est bon, le deuil est fait, ne suffit pas. Il faut un travail d'élaboration. Il existe une dimension de création et de nouveauté dans un deuil blanc. Pour les dents, c'est un cheminement, c'est une thérapie, je dirais presque. Il faut se remettre en question, il faut élaborer un nouveau mode relationnel. Bonjour. Bonjour. Alors le café des aidants, c'est un vrai besoin. Je trouve que ça nous aide parce qu'on peut s'exprimer librement. Et c'est vrai que le psychologue répond, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Il faut accompagner les familles dans un projet de vie. Et ce projet de vie, c'est de se dire quelles sont les activités, les propositions que nous allons mettre à disposition et des familles et des résidents. Et je vous dirais, sans oublier pour moi un maillon fondamental, qui sont les salariés. Super, Mme Joignot. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On met le deuxième. Aujourd'hui, dans le cadre des pathologies type Alzheimer, on commence à développer les thérapies non médicamenteuses
Donc effectivement, on va proposer des ateliers type Montessori où on essaie de travailler sur les capacités restantes de la personne, Ils sont contents comme tout, hein. Regardez ça. lui redonner un rôle social à travers des activités pratiques. Voilà. Qui peuvent être d'aider à mettre la table, faire son lit, aider à plier le linge. Quand tu fais les bleus, moi les jaunes, d'accord Henri? Oui, oui. Alors, regardez voir si c'est pas beau, ça. En respectant les capacités restantes du résident, par exemple, on diminue l'émergence des troubles du comportement. Le calme qu'elle a retrouvé depuis plusieurs mois, là, moi, me rassure. On arrive à donner une dignité à la personne, un sentiment d'utilité. Donc les troubles du comportement diminuent, l'autonomie s'améliore et donc la famille vit beaucoup mieux parce que son proche va bien. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car Ça m'a fait pleurer. Le voir chanter, ça faisait plus d'1 an qu'il était là et qu'il n'avait participé à rien. Et de voir qu'enfin il participait et c'était vraiment un moment de bonheur pour lui, moi ça m'a beaucoup touchée, oui. Et il y a cette sensation de valorisation de l'individu, cette sensation de se dire que la famille se sent moins désarmée et qu'il y a encore quelque chose à vivre avec son parent. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Oh bah je suis enrouée. Alors, asseyez-vous, cool. Oui, comme... Alors d'habitude, on se met sur les tables, mais là, on va éviter, parce qu'elles sont un peu basses. Hein. Mais si vous avez besoin de prendre une bouteille d'eau, vous n'hésitez pas. Et peut-être, Farida, on va commencer avec vous. Juste peut-être nous raconter tout simplement comment les choses se sont déroulées. Je dirais, de manière presque un peu triviale, comment vous êtes, vous, d'une certaine manière, découverte aidant. Puisque les aidanteux, je devrais dire. Je signale qu'il y a 3 personnes, femmes, qui sont là. Et là aussi, c'est pas que symbolique. Ça a évidemment du sens parce que, encore une fois, globalement, les 2/3 des aidants sont des aidantes et donc il est important aussi de rappeler ce type de choses. On a souvent travaillé là sur le baromètre Ipsos. On voyait que pour les femmes, le vieillir était plus difficile. L'une des raisons, c'est qu'elles sont justement bien plus souvent aidantes que les hommes. Et donc, du coup, tout cela, je dirais, fatigue encore en plus. Alors, vous êtes une gamine, donc c'est pas ça le sujet. N'empêche que, comment les choses, je dirais, très concrètement se sont déroulées et à quel moment, d'une certaine manière, pour vous, il y a une sorte de bascule? Alors, pour ma part, j'ai pas réalisé tout de suite que j'étais une aidante. D'ailleurs, ce mot, je pense, est arrivé bien plus tard. Alors pour ma part, mon papa a eu suite au décès de ma maman, 2 ans après, a eu un AVC. Donc il vivait tout seul. Enfin, il a vécu tout seul pendant 2 ans. Et suite à cet AVC, voilà, on a dû le rapatrier, sachant que mon papa vivait à Carcassonne et que mes sœurs et moi, nous vivions en région parisienne. Donc suite à cet AVC, on a dû le rapatrier avec nous. Donc déjà, on a une première chose très très importante, c'est qu'évidemment, assez souvent, les familles ne vivent pas toutes au même endroit. Oui. Hein, on sait en moyenne, la statistique, c'est 215 km d'écart entre les enfants et les parents. Pour Carcassonne, ça doit faire un peu plus quand même. Oui, oui, un peu plus de 800. Toujours est-il qu'il ne voulait pas de toute façon venir, mais bon, il n'a pas eu le choix. Il y a aussi ça, c'est que on est obligé de déraciner les parents et d'aller à l'encontre de leurs souhaits. Mais de toute façon, il ne pouvait pas vivre tout seul. Voilà. Alors, donc, votre père se rapproche. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on essaye de mettre en place toutes les aides humaines qu'on peut solliciter. Mais malgré tout, ça reste difficile, puisque déjà pour que tout se mette en place, il se passe plusieurs mois. Donc vous avez votre papa à domicile et voilà, vous n'avez d'autre choix que de faire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être bien. Ensuite, alors bon, je voulais pas qu'il aille tout de suite. Enfin, je voulais pas qu'il aille en EHPAD. Donc suite
en concertation avec mon conjoint, on s'est dit qu'on allait le faire venir à la maison. D'accord. Donc vous êtes vraiment devenue aidante, je dirais, de proximité pour le coup. Pardon. De proximité, c'est-à-dire que Oui. personne est venue habiter chez vous. Oui, tout à fait. C'est oui, aussi oui. une discussion au sein de la famille. Exactement. Voilà. C'est une discussion avec son conjoint, avec les enfants s'ils sont plus ou moins grands. Mais c'est surtout avec le conjoint parce que ça reste... alors pour ma part, je savais que ça allait être assez difficile puisque ma maman, avant de décéder, était en hospitalisation à domicile pendant 6 ans. Et c'est ma sœur qui était aidante du coup pour sa part à garder maman pendant 6 ans. Donc, et moi, je prenais le relais pendant les vacances. Donc, je savais à peu près, j'allais dire à peu près à quoi m'attendre. Mais ça reste pas tout à fait la même chose de toute façon. D'accord. Alors parce que ma maman, elle était malade et donc c'était une hospitalisation à domicile et avec des soins infirmiers, des soins qui étaient toute la journée à la maison. Alors que mon papa, c'était plutôt, un vieillissement, donc c'est d'autres, on fait appel à d'autres structures, à d'autres personnes, et c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la première expérience n'a pas nécessairement été très très utile, en tout cas, je dirais techniquement, pour la deuxième expérience. Tout à fait, parce que je pensais que j'allais tout bien maîtriser, que tout allait être carré, puisque j'avais cette expérience avec ma maman, mais non, pas du tout. C'était beaucoup plus difficile et c'était d'autant plus que mon papa ne facilite pas les choses. Voilà, il a son caractère et ça a été difficile pour lui d'abord d'être déraciné, de partir parce que c'était pas son souhait et surtout que je sois en fait un peu directrice, qu'il soit plus maître des choses, pas de sa vie mais presque. Oui, puis ce déracinement, c'est aussi ses amis qui ne le voient plus. Tout à fait. Donc la relation humaine, finalement, c'était vous et vous. Voilà, effectivement, il a été quand même assez isolé, dans le sens où il avait tous ses amis. Alors moi, j'habite à Carcassonne, mais plutôt dans un petit village. Donc il avait ses copains de la place, du café. Donc il se retrouvait d'un seul coup à être qu'à la maison. Qu'à la maison ou avec des petites sorties, mais avec nous. Oui, c'est pas pareil. Voilà. Non, effectivement, c'est pas pareil. Le film que l'on a regardé, vous y êtes retrouvé d'une manière ou d'une autre ? Oui. Alors, la dame qui disait que, et le monsieur aussi d'ailleurs, qui reconnaissait pas sa maman, sa conjointe, parce qu'elle était devenue agressive et qu'elle disait de vilaines choses. Toujours est-il que je me suis reconnue quand même, mais pas tout à fait. Parce que mon papa, lui, avait déjà ce caractère un peu agressif, agressif entre guillemets, et avec son caractère, mais le vieillissement a fait que ça s'est exacerbé. Donc il était... je reconnaissais les traits déjà de mon papa, mais quand même avec un peu plus, c'était un peu plus poussé. Donc il pouvait effectivement aussi dire des vilaines choses, pour pas dire de gros mots. Mais c'était... bon, alors on essaye de faire abstraction, mais c'est quand même difficile. Bien sûr. Merci beaucoup. On va revenir, mais oui. Alors, Martine Auhanier, peut-être nous dire d'abord quelques mots sur vous, sur votre parcours, et puis ensuite sur Passerelle Aidant, comment les choses, d'où ça vient, et comment on définit le service aujourd'hui. Oui, merci Serge. Alors sur mon parcours, effectivement, j'ai été très vite confrontée au rôle d'aidante familiale, puisque j'ai accompagné ma sœur, et professionnellement, ma première expérience auprès des aidants familiaux, c'était dans une maison de retraite médicalisée où j'ai eu à mettre en place un projet de vie pour les résidents.
Par contre, là où vraiment j'ai été confrontée aux difficultés que rencontrent les aidants familiaux, c'est lorsque j'ai créé et développé une structure, une entreprise de service à la personne, agréée qualité, et où vraiment j'ai été confrontée à la difficulté importante des aidants familiaux, à cette fatigue immense, cette crainte de la vie, de l'avenir, le stress qu'il y a. Et j'ai même vu des aidants familiaux disparaître parfois avant la personne aidée, notamment lorsqu'ils accompagnaient des personnes en situation d'Alzheimer. Donc si vous voulez, ça m'a donné l'envie de créer, et nous avons créé ensemble, c'est une équipe, Passerelle Assist Aidant, dont je vais vous parler. Ma deuxième expérience actuelle, c'est effectivement, je suis une élue du 6e arrondissement, déléguée avec une délégation aux seniors. Et nous avons, avec le maire du 6e, décidé de mettre en place donc un conseil des seniors et des aidants, parce que je considère qu'il est vraiment essentiel de pouvoir donner la parole aux aidants familiaux. Alors pour revenir sur Passerelle Assist Aidant, Passerelle a été créée à partir d'un constat. Je me suis rendu compte, en fait, si vous voulez, qu'il existait pas mal de dispositifs, de structures, par exemple type les cafés des aidants, des groupes de parole, les pauses des aidants, des accueils de jour, des accueils temporaires, mais que toutes ces structures se trouvent en fait à l'extérieur du domicile de l'aidant familial. Alors les professionnels du secteur savent combien il est difficile parfois pour certains aidants les plus fragiles, les plus en danger, de les faire sortir de leur domicile pour aller vers ces structures. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Tout simplement parce qu'il faut abandonner ce proche aidé. Le laisser, ça veut dire qu'il accompagne à domicile pendant ce moment-là. Ça veut dire, si l'on met une aide à domicile, ça coûte un peu d'argent. Ça veut dire aussi la question de la mobilité, c'est-à-dire est-ce que j'ai une voiture, est-ce que j'ai pas de voiture. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, Passerelle Assist Aidant est créée à partir de ce constat. C'est en fait une association loi 1901 d'intérêt général qui va au domicile des aidants familiaux. Donc ça se passe au domicile en mettant, si vous voulez, à disposition de l'aidant familial une équipe pluridisciplinaire de socio-professionnels. Nous avons par exemple des psychologues, des professionnels de l'écoute qui vont dans un premier temps rencontrer l'aidant familial, discuter avec cet aidant familial et essayer de mettre avec lui et en fonction de ses souhaits un parcours, un projet d'aide sur une année, en faisant intervenir par exemple des sophrologues, si vous voulez, qui vont donner certaines techniques pour essayer de mieux respirer, pour essayer de se décontracter, baisser les tensions. Nous avons également des socio-esthéticiennes. Là, les socio-esthéticiennes jouent un rôle important, c'est une autre manière d'exprimer sa souffrance. Ça peut être, si vous voulez, des massages de mains, ça peut être également des soins de visage, un brushing. Enfin, avec cette socio-professionnelle, l'aidant familial se reconcentre un peu sur lui-même. Parce que, comme le disait Serge tout à l'heure, l'aidant familial, et vous le disiez, madame, elle a tendance en fait à s'oublier parce qu'elle veut tellement apporter au proche aidé. Donc, le fait de faire des petits gestes l'oblige à se repenser à elle, et finalement au bout du compte elle se sent plus belle, se sent valorisée, et ça peut améliorer les tensions. Nous avons également, si vous voulez, dans cette équipe des diététiciennes, parce qu'alors là l'alimentation et les désordres alimentaires, parce qu'on n'a plus le temps et c'est pas aussi essentiel que cela de cuisiner. Nous on a eu des expériences incroyables, on ne comprenait pas pourquoi une personne faisait parfois des comas diabétiques. Eh bien, tout simplement parce que de temps en temps, son aidante, voulant lui faire plaisir, recommençait à lui donner des loukoums. Donc, c'était très surprenant. Les médecins avaient du mal à comprendre jusqu'à ce qu'on comprenne qu'effectivement, on donnait des loukoums. Donc, nous avons également des ergothérapeutes. L'ergothérapeute, elle intervient pour donner des petits conseils au niveau de l'aménagement du domicile, des petits conseils pratiques, mais aussi pour travailler gestes et postures, c'est-à-dire comment je fais pour aider à déplacer la personne sans se faire mal au dos.
Et nous avons, ça c'est très important également, un médecin gériatre sur Paris et sur l'Indre-et-Loire où le dispositif existe. Nous avons la présidente de Touraine Alzheimer qui se déplace elle-même au domicile pour expliquer la maladie, c'est-à-dire bien comprendre la maladie, l'évolution de la maladie et comment communiquer également, si vous voulez, avec le proche aidé. Et pour terminer, dans le cas de situations familiales complexes, on peut également, si vous voulez, faire intervenir un médiateur familial. Donc l'originalité de Passerelle Assist Aidant, pour conclure, je dirais que c'est à domicile, une intervention à domicile sur une période d'1 an où l'aidant profite de cette équipe pluridisciplinaire. Et évidemment, au bout de cette année, au bout de l'année passée, notre objectif, puisque nous sommes Passerelle, c'est d'orienter ensuite cet aidant familial vers les dispositifs les mieux adaptés à sa situation. Et c'est pour ça qu'effectivement, assez souvent, nous sommes amenés aussi à orienter vers ce que l'on appelle les EHPAD ou des maisons de retraite médicalisées. Voilà. Deux petites questions juste. La première, toute bête, c'est est-ce que le personnel, qui sont des gens payés, mais qui sont en même temps très engagés, est-ce que c'est compliqué de le trouver, tout simplement? Et le deuxième élément, comment est-ce que du coup vous avez une relation régulière avec l'écosystème des établissements qui serait à même, à un moment ou un autre, d'accueillir les aidés? Alors, ce n'est pas si difficile que ça, si vous voulez, de trouver les personnels, enfin, les socioprofessionnels compétents, parce que, pour deux raisons. Déjà, parce que la cause des aidants familiaux les intéresse, que le projet, finalement, est assez original. Ils ont la sensation de participer un peu à une aventure aussi, et qu'ils peuvent gérer leur planning et leur timing comme ils l'entendent, puisqu'ils décident avec l'aidant familial d'aller à un rendez-vous comme ils le souhaitent. Donc ce n'est pas trop compliqué. Maintenant, pour fonctionner dans l'écosystème, ce que nous avons, si vous voulez, par exemple sur Paris, Passerelle Assist Aidant est adossé à Autonomie Paris Saint-Jacques, c'est-à-dire, si vous voulez, à une maison, puisque Paris maintenant va être découpé en plusieurs secteurs avec la mise en place de maisons qu'on appelle les maisons des aînés et des aidants. Donc Passerelle Assist Aidant est adossé à la maison des aînés et des aidants des 6 premiers arrondissements, du 13e et du 14e arrondissement. Et cette maison des aînés et des aidants regroupe, si vous voulez, tout un ensemble de services. Ce sont des clics, ce sont les Mayas, ce sont les équipes mobiles Alzheimer, ce sont toutes sortes de structures qui également, si les cafés des aidants, travaillent sur ce sujet. Donc nous sommes en coordination tous ensemble sur le sujet. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Véronique Châtel, voilà, le micro. Alors, je dirais, donc, c'est la revue Aidée. Je tiens à dire que ce soir, nous avons beaucoup de médias qui sont avec nous. Il y a H-Village, il y a Senior Planet. Et c'est aussi important, je trouve, que dans des soirées comme ça, d'abord, les médias nous soutiennent. Et sur des sujets aussi essentiels, tout simplement à notre devenir commun, je dirais même à ce qui fait universalité dans le pays. C'est important aussi que les médias soient là. Alors, Véronique, peut-être déjà nous dire quelques mots à la fois sur votre parcours et sur justement la revue, tout simplement déjà pour qu'on puisse saisir les choses. Alors j'ai aussi un parcours d'aidante. J'ai accompagné mon mari qui a été malade très longtemps et qui est décédé de sa maladie. Et donc j'ai connu ce parcours à étapes que tous les aidants connaissent. On commence à faire les choses par amour, sans y penser spontanément, parce qu'on est désolé de voir l'autre qui souffre, parce qu'on a envie de faire en sorte que sa vie soit la moins changée possible à cause d'une maladie, d'un affaiblissement, d'une vulnérabilité qui surgit, etc. Et puis peu à peu, bon, les contraintes venant,
la ronde des professionnels de santé entrant dans la maison et le mal se développant. Tout ça finit par faire en sorte qu'on se sent un peu coupé de sa vie habituelle. Il faut donc mettre entre parenthèses des relations amicales. Là, je parle simplement de sa vie personnelle. Et puis évidemment, professionnellement, ça devient super compliqué parce que moi, je suis indépendante, je suis une journaliste indépendante, rédac-chef de cette revue, j'ai longtemps été indépendante. Et donc c'est sûr que ça a été difficile de garder une disponibilité d'esprit pour continuer à conquérir, pour penser à d'autres sujets. Enfin voilà. Donc je me suis retrouvée embarquée comme ça dans une aventure que je n'arrivais pas non plus à identifier, enfin à définir, autre que j'étais la compagne d'un homme malade. Et puis, et donc comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, ce terme aidant, ça vient d'où? Je me sens pas une aidante, c'est même désagréable. Je suis pas une aidante. Je suis dans une action très différente, une action de compagne qui est aimante et voilà. Et donc après, pendant tout au long de ce parcours, j'ai été assez affectée par des réflexions qui provenaient de l'entourage, qu'il soit professionnel ou amical, qui étaient ah ma pauvre, mais tu es trop jeune pour vivre ça, mais vivement ça s'arrête, ou mais c'est pas une vie ce que tu vis. Mais vraiment, vivement que ça s'arrête. Et cette impression que ce que je vivais là, on me renvoyait une double peine au fond. C'était que on me disait, mais ce que tu vis là n'a aucune importance, n'a pas de valeur en fait. Tu soutiens quelqu'un, mais cette personne, on sait qu'elle va mourir. À quoi ça sert? Donc c'est du temps gâché, du temps perdu. Et donc toi, mais tu fais quoi, ma pauvre? Mais fais autre chose. J'ai trouvé ça d'une violence très très grande parce que par ailleurs, je trouvais que dans cette aventure, avec cet homme qui a livré une intimité, qui s'est montré à moi dans la fragilité, dans quelque chose que je ne connaissais pas de lui, qui m'a permis d'atteindre une strate de son humanité qui était formidable. Enfin, je me suis sentie très enrichie. Et puis, humainement, forcément, cette expérience-là confronte à toutes sortes de réflexions philosophiques. Mais finalement, c'est quoi une vie qui mérite d'être vécue? Est-ce que ça mérite? Est-ce que c'est pas de la vie aussi, ça? On est malade, mais c'est de la vie, enfin. Et puis, des tas de questionnements psychologiques. Enfin, bon, voilà. Donc, après cette aventure-là, ça faisait longtemps que je m'intéressais au grand âge. J'ai beaucoup enquêté, publié sur le grand âge. Je me suis dit, j'ai envie que cet accompagnement puisse être abordé d'une autre manière et qu'on puisse la penser. Parce que finalement, ce qui m'avait manqué au cours de cette aventure, c'était des mots pour dire ce qu'il se passait, et des mots qui accrochent aussi mon interlocuteur, parce que très souvent les gens disent « Ah non, mais parle-moi pas de ça, c'est anxiogène, ne me parle pas de maladie, ne me parle pas de ce... » Enfin, ça renvoyait des choses très négatives. Et donc, voilà, d'où l'envie, finalement, de créer un journal. Alors j'ai donc rencontré un éditeur, Jean-Paul Arif, qui est le directeur des publications Scrinéo, qui publie L'Éléphant, une revue de culture générale, entre autres. Il publie plein d'autres choses. Mais donc là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la culture de l'autre à développer, finalement. La culture de l'autre qui est fragile, vulnérable, mais qui finalement m'ouvre des portes et des horizons nouveaux, aussi bien personnellement que plus tard professionnellement. Quand on a le nez dans le guidon, on ne le voit pas, bien sûr. On est épuisé. Mais je pense que si on arrive... Je pense que l'épuisement est aussi nourri, et aussi, évidemment, c'est pas la principale cause de la fatigue, mais l'épuisement provient aussi de cette dévalorisation de ce travail qui est fait. C'est comme si on était finalement un peu... mis hors course parce qu'on n'est plus dans l'action, voilà, parce qu'on doit marcher doucement auprès de quelqu'un qui se déplace mal, parce que on est dans du soin d'un corps souffrant, enfin voilà. Donc effectivement, cette revue a été pensée et puis développée avec
aux éditions Scrinéo. Et puis maintenant on publie aussi des hors-séries sur ce sujet-là. Mais alors donc effectivement, ce qui m'a importé, et parmi les contributeurs, il y a la philo, il y a des philos, il y a des psychologues, il y a des portraits de gens. J'avais envie que les situations soient incarnées, parce que finalement un aidant c'est qui, fait quoi, et puis surtout à côté d'un aidant, il y a un aidé, il y a un être humain qui est très différent là, parce que vous parliez de votre père et vous disiez mais finalement je suis une aidante très différente de ma sœur, parce que vous accompagnez votre père qui ne se laisse pas facilement aider, parce que c'est pas facile de devenir fragile, parce que c'est pas facile de demander, c'est pas bon, chacun a sa façon d'accepter ou de recevoir ou de mal recevoir l'aide. Et donc effectivement on est aussi l'aidant d'un aidé qui est une personne spécifique. Voilà. Merci beaucoup. On vous écouterait pendant des heures. Et je crois que derrière, c'est vraiment cette question. À la fois, il y a un questionnement éthique. Hein. C'est aussi qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que la fragilité, qu'est-ce que l'utilité. Enfin, il y a tout ça derrière. Il y a le fait que dans une société de performance, tout ce qui ne concourt pas à la performance au sens classique du terme est un peu mis de côté parce que ça n'arrange pas. Et puis il y a aussi le regard qui est porté et le regard sur soi aussi. Quand on demande souvent mais à quoi tout ça, c'est quand même, vous avez parlé de... Du coup, je l'avoue, tellement je suis ému. Et cette part d'humanité dans l'autre, dans le compagnon, mais aussi la part d'humanité en soi, qu'on est capable finalement de faire ressurgir. C'est aussi tout ça qu'il y a derrière. C'est pour ça que souvent je dis les aidants, c'est le cœur du care, c'est la preuve du care. Cette société qui nous dit qu'on n'est pas là que pour maximiser notre profit ou que sais-je encore, on est aussi tout simplement des êtres humains en lien et en conscience et en altérité. Et ce que vous avez dit, c'est aussi ça, quoi. Aidant, aider, altérité. Il y a quelque chose autour. Et alors c'est vrai que si on reste sur le mot lui-même, il est ce qu'il est, mais encore une fois, il y a une dizaine d'années, le mot n'existait pas. Donc c'était aussi qu'il fallait bien trouver un mot, je reprends mon vieux camarade Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde, et nommer. C'est Jung qui dit ça, quand on nomme, ça commence à exister. Tant qu'on ne nomme pas, rien n'existe. Donc c'était aussi ça qu'il y avait derrière, même si les mots peuvent être... Absolument, puis en disant que c'est pas facile à accepter le mot, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'était très important de nommer ces gens qui aident. Mais effectivement, quand on a le nez dans le guidon, enfin, c'est ce que vous racontiez, c'est un long cheminement avant d'admettre qu'on est plus seulement une fille, une épouse, un frère, un père, que tout à coup on est aussi, on développe une dimension différente. Et les nommer, c'est déjà aussi les mettre en lumière. Voilà, on les voit maintenant. Absolument, c'était 2010, la première fois, une journée nationale des aidants. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était aussi justement pour mettre un minimum en lumière. Alors, Véronique Châtel, plusieurs fois, vous avez utilisé le terme de le nez dans le guidon. Sans doute une pratique aussi très forte du vélo. Véronique est suisse en même temps. Elle s'occupe d'ailleurs aussi de la revue Génération, qui est la grande revue en Suisse sur la question des personnes âgées. Et donc, il y a plein de côtes, il y a plein de montagnes, donc elle en fait aussi beaucoup. Et donc, mais cette notion de le nez sur le guidon, ça me fait penser aussi de comment justement on peut repérer, parce que avant d'aider, avant de soutenir, avant d'accompagner les aidants, encore faut-il les repérer. Oui, les repérer parce que souvent eux-mêmes ne se repèrent pas. C'est la première chose, c'est vrai. Donc du coup, la vertu de ce mot aidant a permis de faire en sorte que finalement les gens reconnaissaient cette part nouvelle qui se développait au fur et à mesure que l'aidé se dégradait, se fragilisait. Et ensuite, c'est toute la difficulté aussi pour une revue, d'ailleurs, comme la nôtre, de trouver son public, parce que les gens se sentent pas forcément aidants. Enfin, les gens concernés ne se sentent pas forcément comme aidants. Et d'ailleurs, c'est la difficulté de la plupart des gens qui mettent en place des dispositifs d'aide et de soutien aux aidants. C'est les amener à venir et les reconnaître. Alors comment on fait pour les identifier? C'est souvent par l'aider que ça se passe, évidemment. Ce sont donc tous les professionnels de santé ou les paraprofessionnels, c'est tous les lieux où les aidants sont amenés à patienter, à attendre l'aider qui va à une consultation, qui est pris en charge. Il y a tous les cafés des aidants, évidemment, mais pour y aller, encore faut-il se reconnaître soi-même comme aidant.
Bon, il y a plein de mairies aujourd'hui, enfin de communes qui communiquent sur les structures qui existent. Mais la difficulté, c'est aussi de s'afficher comme aidant. La difficulté, ça c'est une autre difficulté. C'est que derrière, justement, ce ma pauvre, mon pauvre, là, c'est dur, c'est trop dur. Il y a aussi, ça je l'avais observé chez mes enfants, donc enfants de cet homme très malade, qui étaient des adolescents, eh bien eux, ils n'avaient absolument pas parlé de leur situation, de la situation de leur père à leurs camarades, en fait. Et c'était même un peu, c'était même incroyable. Il y en a qui se sont même fâchés à la fin en disant mais enfin, t'as enterré ton père il y a 6 mois, tu m'en as même pas parlé, mais je croyais qu'on était amis. Et puis ces jeunes ont dit ben oui, mais moi on voulait pas faire pitié en fait. On voulait pas. Et donc il y a cette idée aussi que s'afficher comme aidant, c'est forcément aussi livrer de l'intimité de son aidé. C'est-à-dire que cet être-là, qui est un parent, qui est un père, qui est un mari, qui est un professionnel, qui est un citoyen, un voisin, il a tout à coup une fragilité. Et donc, en me présentant moi, finalement, j'expose aussi cette fragilité. Donc, c'est pas facile. Et puis, c'est aussi reconnaître que son proche n'est plus dans la force de... Là, en l'occurrence, c'était un père. Bon, c'était admettre que ce père défaillait, quoi. Et là aussi, il y a quelque chose à... ça participe au fait que les aidants, finalement, ne sortent pas tous du bois comme ça, alors qu'il y aurait plein de bénéfices à le faire, puisqu'il y a des espaces de répit, de parole et d'échange. On a ça aussi, en vous écoutant, on a ça aussi dans le monde de l'entreprise. Hein. 46% des aidants sont en activité professionnelle, et souvent... Là encore, les gens disent ne veulent pas trop que ça se sache, d'abord pour préserver leur intimité, mais aussi dans la peur d'être fragilisés au regard de l'entreprise. En disant, mais cette personne, elle ne sera pas aussi efficace qu'avant, elle risque de prendre des jours, elle sera moins productive. Et donc, c'est aussi la crainte de se mettre en fragilité. Donc, on voit bien qu'il y a une double fragilité. Il y a celle de l'autre, qu'on ne veut pas en plus mettre en avant, et puis il y a la sienne, qu'on ne veut pas aussi mettre en avant, parce qu'on a peur que ça nous fragilise encore plus. Donc d'une certaine manière, plutôt que de rechercher le soutien, d'une certaine manière, on va plutôt se cacher de peur, non pas du soutien, mais de nouvelles contraintes ou de nouveaux regards. Martine Loanier, est-ce que dans votre rôle, je dirais, à la mairie du 6e, comment justement cette question de repérer les aidants a pu être mise en place ? Je crois que lorsqu'on interroge les aidants familiaux aussi, l'une des demandes principales qui revient, c'est le besoin d'information. Vraiment, c'est vrai, quand on parle aux aidants familiaux, ils se situent d'abord dans un premier temps, comme vous le disiez Véronique, en fait plutôt comme des aidants naturels. Ils ne se voient pas du tout, si vous voulez, comme aidant familial. Et en fait, ils ne savent pas du tout ce qui se cache derrière le terme aidant familial. Ça n'est effectivement que lorsque leur parcours, qui au départ était vouloir bien faire, aider, tout ça, c'est tout à fait naturel. Je fais les courses, j'aide aux papiers administratifs, j'accompagne chez le médecin. Mais quand la charge, si vous voulez, devient beaucoup plus lourde, là, effectivement, se pose un réel problème et il faut que les aidants familiaux puissent en parler. Le rôle des médecins, le rôle des professionnels dans le secteur médical joue un rôle extrêmement important. Et après, il y a ce besoin d'information qui est absolument essentiel parce qu'il faut qu'ils comprennent, les aidants familiaux, qu'ils ont des droits, qu'il existe des structures et qu'on peut les accompagner. Moi, je fais souvent la différence suivante entre un aidant professionnel et un aidant familial, sans vouloir les opposer. L'aidant professionnel, il a choisi son métier, hein, il est formé pour et il est rémunéré pour. Tandis que l'aidant familial, il n'était absolument pas préparé forcément à devenir aidant familial. Il le devient à la suite soit de la maladie ou d'un accident. Et c'est tout un cheminement qui est important. Et ce cheminement, c'est aux voisins, c'est à la mairie, c'est l'élu, c'est nous tous qui devons être vigilants pour donner de leur formation et orienter ces aidants familiaux vers les structures qui peuvent les aider. Parce qu'il existe de plus en plus, il faut le reconnaître, de structures adéquates pour pouvoir aider les aidants familiaux.
Vous avez raison aussi de parler des voisins. À l'époque, on avait un panel avec BVA qui montrait que 18% des aidants sont non pas de la famille, non pas du sang, non pas de la biologie, mais des voisins, des amis, et ainsi de suite. Ça aussi, ça existe. Alors Farida, quand vous, justement, est-ce que vous en parlez à vos amis, justement comment ça se passe avec les autres, avec l'extérieur? Oui. Alors, moi, j'en parle sans souci. Par contre, effectivement, j'ai aussi l'exemple de ma sœur qui, elle, a gardé ma maman et elle a fait plutôt le choix d'une espèce d'isolement. Voilà. Donc, à part nous, elle voyait a priori personne. Même les amis ont fini par ne plus venir voir ma maman. Et vous avez vu ça, et là, vous avez appris quelque chose, et vous avez dit, je ne veux pas faire comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Là, au moins, j'ai appris, je me suis dit que voilà, moi, je ne voulais pas du tout aller dans ce chemin et d'un isolement. Et je voulais juste revenir à ce que vous disiez par rapport au fait que les aidants ne veulent pas se montrer. Parce qu'effectivement, il y a pas mal d'aidants en contrebalancement de ce que vous disiez qui sont en entreprise. Il y en a d'autres qui ne travaillent pas. Et il y a ce statut d'aidant qui a un peu un statut bancal, dans le sens où ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de statut... ils ne travaillent pas, donc ils ont l'impression de ne pas avoir de statut, ou de ne pas être représentatifs dans la société actuelle. Donc, il y a une espèce de renfermement par rapport à ça, au fait qu'ils ne puissent pas travailler, et donc ils ne s'ouvrent pas. Et d'où aussi cet isolement par rapport aux autres. Et voilà, il n'a pas spécialement envie de dire non, je ne travaille pas parce que je garde ci ou je ne fais pas ci. Voilà. Alors, pour ma part, moi, effectivement, cette année, je suis en dispo. Je travaille, mais je suis en dispo pour pouvoir... mettre en place les choses pour mon papa, mais voilà, j'avoue que c'est assez difficile, mais voilà, j'ai la perspective d'une reprise de travail. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, voilà. Très souvent on a ça aussi, y compris dans les entreprises, des gens qui ne veulent pas le dire et qui ne veulent surtout pas arrêter de travailler, en disant mais si je ne travaille plus, je n'aurai plus que cette relation et je ne serai plus qu'un aidant, je suis aussi un salarié, je suis aussi... Voilà. Il ne reste plus que cette dualité avec l'aidé qui est parfois, je ne veux pas dire toxique, mais voilà, s'il n'y a pas une ouverture vers l'extérieur, c'est très difficile. Alors, on a intitulé le plateau « Les dents jusqu'en maison de retraite », on pourrait dire point d'interrogation ou pas. Vous en êtes où par rapport à cette problématique-là? Est-ce que c'est une question même qui s'est déjà posée? Ah non, surtout pas. Non. Non, à ce jour, je ne l'ai pas vraiment envisagé. Alors, je suis d'origine maghrébine et ce n'est pas vraiment dans notre culture ou dans nos traditions de mettre les aînés en EHPAD. Alors, mon papa a fait régulièrement des courts séjours, malgré tout. Parce que ça reste difficile, il faut absolument qu'on puisse se reposer. J'ai un conjoint, j'ai 2 enfants, donc il me faut aussi du temps. Mes enfants me réclament, ils sont jaloux de papy, donc ça reste aussi difficile pour eux. Et le papy, quand il va dans ces moments-là, comment il le vit? Alors, bon, c'est un peu difficile au début. Hein. Alors, c'est vraiment des courts séjours. Hein. C'est 15 jours, une semaine. Mais malgré tout, c'est très difficile. Alors déjà, c'est difficile pour moi, parce qu'il a fallu que je me batte avec la culpabilité. Et surtout, quand vous avez votre papa qui ne vous facilite pas les choses et qui vous rajoute des petits pics en vous disant « de toute façon, je vais mourir ». Voilà, donc, t'as qu'à me laisser là, je vais mourir. Donc, évidemment, il n'est pas mort, hein, il est toujours là. Mais bon, voilà, ça ne facilite pas les choses. C'est sûr. Alors, j'ai dit qu'à ce jour, je ne l'ai pas envisagé, mais voilà, ce n'est pas impossible. Voilà, tout ça dépendra de l'état de mon papa et puis du mien aussi. C'est ça, c'est les deux. Là aussi, voilà. Hein, il y a une sorte de couple. Alors, justement, Martine, par rapport à cela, comment vous faites cheminer l'aidant dans une réflexion où peut-être, à un moment donné, il faut qu'il passe le relais à d'autres personnes? Comment ça se passe, je dirais, humainement, concrètement? La décision pour un aidant familial de placer son proche
En EHPAD, c'est un long chemin. C'est une décision pour certains qui est effectivement une décision difficile, voire, pas pour tous les aidants, mais pour certains, voire douloureuse. Pourquoi ? Parce que, comme vous le disiez très justement, madame, il y a un sentiment important, je dirais, de culpabilité, hein, d'échec. Je n'ai pas réussi à remplir mon contrat moral. Je voulais accompagner mon proche jusqu'au bout, à domicile. Je n'ai pas pu. Donc, il y a ce sentiment. Il y a ce sentiment aussi d'abandon. Ce sentiment d'abandon et puis ce frein, cette espèce de crainte de se dire aussi que l'on va perdre son rôle d'aidant familial. Donc, si vous voulez, c'est tout un cheminement qui est progressif. Nous, ce que nous faisons à Passerelle Assist Aidants, c'est que systématiquement, nous conseillons aux aidants familiaux d'aller vers les cafés des aidants, vers les groupes de parole, les pauses des aidants, déjà parce que, et on l'a bien vu dans le film également, c'est un lieu ressource où on échange entre aidants, on se comprend, il y a de l'information qui circule, il y a de l'échange d'expériences. Et tout ça, c'est vraiment positif pour l'aidant familial. Et puis, ce que nous favorisons aussi beaucoup, c'est que l'aidant familial accepte, parce qu'il a besoin de se reposer, aussi de prendre une journée pour lui, voire 2 journées, et dans ce cas-là, d'accompagner son proche en accueil de jour. Et en accueil de jour, il y a un travail remarquable qui peut être fait d'ailleurs pour les proches aidés. Et lorsque l'aidant familial voit son proche revenir, peut-être plus épanoui, peut-être plus en forme, déjà il s'est reposé lui, il a pu vaquer à ses obligations et il retrouve son proche peut-être plus détendu aussi et il prend conscience que quelque chose se passe. Il y a une étape, c'est comme un cheminement, comme une sorte, si vous voulez, de parcours que l'on fait faire à cet aidant familial avec d'abord, comme je le disais, le café des aidants, les accueils de jour. Nous sommes très favorables, comme vous le disiez, madame, à ces accueils temporaires où en fait l'aidant peut placer son proche pendant 8 à 10 jours. Et à un moment, il se passe, c'est là où la psychologue joue un rôle important. Donc, à Passerelle, il y a Marion qui est là et qui connaît bien le sujet, qui est psychologue pour Passerelle, où en fait l'aidant familial revient lui-même. Il est plus reposé, il est plus détendu, il voit les choses différemment et il récupère aussi, on va dire, le proche aidé qui lui-même peut être mieux, plus détendu, la relation est facilitée et au bout de 15 jours, 1 mois, à nouveau à domicile, on recommence dans les mêmes tensions, les mêmes problématiques parce que c'est obligatoire et inéluctable. Et nous faisons travailler avec la psychologue et avec nos professionnels sur cette idée que finalement, le proche aidé n'est peut-être pas si mal que ça en structure ailleurs et que c'est peut-être aussi pas si mal que ça pour l'aidant familial de prendre de la distance. Et c'est un travail qui est fait progressivement, que l'on fait facilement d'ailleurs aussi en EHPAD, parce qu'en EHPAD, de plus en plus, les EHPAD ont, et je crois que c'est le cas de Corian, des accueils de jour, où ils peuvent effectivement accueillir des personnes extérieures et qui ne sont pas résidents. Et cela, si vous voulez, favorise le parcours progressif. Et à un moment ou à un autre, lorsque le maintien à domicile forcément a ses limites, et que l'aidant familial est épuisé, la décision de rentrer en EHPAD se fait plus facilement. Donc en fait, c'est un vrai parcours avec des étapes qui prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup, c'est nécessaire parce qu'il n'y a rien de plus douloureux et de plus difficile qu'une entrée en EHPAD brutale, non préparée. Merci beaucoup. Alors, il y a certainement où les réseaux sociaux. Alors, qui sont les aidants? Quel est le profil type? C'est large, hein, 8,5 millions d'aidants. Merci François pour cette question. Alors, Véronique, est-ce qu'on peut construire un petit peu comme ça rapidement des profils types?
On sait que le profil type, c'est une femme de plus de 50 ans voilà, qui est une aidante. Mais après, il y a plein de... On voit bien, et surtout maintenant avec l'ambulatoire, donc vous parliez d'hospitalisation à domicile longue pour votre mère, donc on va de plus en plus vers cet HAD, cette abréviation pour parler d'hospitalisation à domicile, et donc en fait on est tous amenés à devenir un aidant parce que les temps d'hospitalisation en cas de maladie seront de plus en plus courts. Donc c'est difficile, là quand on parle d'un profil et qu'effectivement la moyenne nous dit que c'est plutôt une femme de 54 ans, c'est que pour l'instant on est souvent aidant d'une personne qui vieillit longtemps, quoi, et qui... Voilà. Mais je pense qu'avec ces changements de prise en charge de la maladie, le profil va rajeunir. Donc on doit se préparer à être... Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie de se dire qu'un jour, on peut être amené à cette situation d'accompagner quelqu'un qui se fragilise momentanément ou durablement. C'est ça, une des grandes différences, c'est être finalement aidant à titre temporaire, avec la perspective où la personne ira mieux ensuite, ou être aidant un peu à titre définitif, avec la perspective que la personne n'ira pas mieux, et que même à la fin, c'est sa disparition. Ce qui est aussi quand même deux manières, évidemment, de voir le monde et de voir la vie. Mais effectivement, juste une chose qu'on peut en tout cas dire, c'est que même si si les aidants risquent de rajeunir avec ce que je viens de dire, malheureusement, c'est encore très genré. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein d'hommes aidants qui sont magnifiques, qui accompagnent leur compagne, leur mère ou leur enfant. Enfin, et ça n'est pas du féminin. Enfin, je veux dire, l'accompagnement n'est pas genré. Enfin, et je pense que ça, il faut le reconnaître. Et vous parliez tout à l'heure des salariés aidants. Et c'est difficile pour un salarié de dire qu'il est aidant, mais ça l'est encore plus quand on est un homme salarié, parce que voilà, c'est affirmer, tout à coup dire j'ai envie de partir plus tôt ou je dois partir plus tôt parce que j'ai un proche qui n'est pas bien, et admettre qu'on donne du temps à du care, à quelque chose qui culturellement est plutôt associé au genre féminin. C'est difficile. Donc je pense que c'est important de dire que le care est quelque chose d'unisexe. C'est une attitude, c'est, je dirais presque, oui, une forme de vie nouvelle. Mais c'est intéressant parce que la première personne dont on a parlé comme aidant dans le monde professionnel, qui, grâce à elle, finalement, après, il y a eu par exemple le don de RTT, c'est Christophe Germain, un homme à Marseille, et qui avait fait du football. Donc il y avait un certain nombre de critères qui ne ressemblaient pas aux critères du care habituel. Et pourtant, c'est lui qui s'est occupé de son enfant qui était touché par un cancer et qui est mort, ainsi de suite. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, a aidé à faire émerger. Voilà, donc on voit aussi, évidemment, que ça marche dans les deux sexes et c'est pas ça le sujet central. Sauf que culturellement, historiquement et statistiquement, ce sont encore les femmes très largement, sauf à partir de 80 ans, où c'est l'inverse. Là, ce sont une majorité d'hommes qui accompagnent leurs compagnes, ainsi de suite. Mais c'est ceux que... Voilà. Alors, et comment avez-vous pris conscience de ce statut? Alors, c'est pas trop... Farida, est-ce que vous avez pris conscience de ce statut, d'ailleurs? Oui, parce que à force de voir et de lire des choses sur les aidants, on se dit oui, je suis une aidante. Finalement, c'est moi. Voilà, ouais. Oui, je me reconnais, par exemple dans le film qui est passé, dans ce que peuvent dire les médias. Effectivement, on se reconnaît. C'est amusant parce qu'on avait fait une sorte de tour de France avec un laboratoire pharmaceutique sur ces questions-là vers 2010. Il y a des gens qui venaient voir en disant mais en fait, vous parlez de nous. Et les gens pensaient, non, moi je suis une maman, je suis une enfant et tout ça, mais ce que je fais, c'est normal. Hein, le mot qui revient souvent, enfin c'est normal, vous n'allez pas me... C'est normal, pourquoi même? Et puis au bout d'un moment, mais c'est vrai. Et ça veut dire qu'aussi que c'est peut-être normal, mais quand même, il y a besoin d'aide. Vous avez droit à le dire, vous avez le droit à avoir des soutiens, et vous avez même le droit à en être fier. Parce que beaucoup de gens le cachent. C'était aussi ça derrière, c'était, oui, vous n'avez pas à avoir honte de faire quelque chose qui est exceptionnel. Mais ce qui est difficile en le reconnaissant, c'est reconnaître que l'autre a changé et que la relation avec lui a changé, quoi. C'est ça qui est difficile.
c'est que tout à coup admettre qu'on est aidant, c'est admettre qu'on va bien au-delà de l'amour, de l'engagement, d'une spontanéité, d'une solidarité spontanée, mais c'est reconnaître à un certain moment qu'on fait plus, quoi, qu'on devient une auxiliaire de vie de cet autre, et c'est reconnaître que la relation s'est tellement transformée qu'elle sera peut-être plus jamais comme avant. Et donc je pense qu'il y a aussi de la douleur parmi les freins à reconnaître ce mot et ce statut d'aidant. Farida, peut-être aussi souvent quand on parle de la question des aidants, alors surtout avec un parent, souvent on dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui est très très douloureux. C'est un petit peu l'inversion. J'ai été l'enfant et d'un seul coup, je suis un peu le parent de mon père, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché ? Oui, alors oui, ça me touche, et j'essaye au plus profond de mon cœur d'essayer de ne pas faire cette inversion de rôle. Mais des fois, c'est plus fort, on n'y arrive pas. Donc effectivement, je me suis surprise des fois à gronder mon père comme si je grondais mon enfant. Donc pour telle ou telle chose, parce que je sais pas, il m'a appelé le soir à 2h du matin pour me réveiller, pour me demander ah bah t'es là, ah bah oui je suis là, oui je croyais qu'il y avait personne. Et donc voilà, quand on vous réveille 2-3 fois, on finit par lui dire bon, tu t'endors maintenant, c'est bon, voilà, on le rassure, voilà. Je fais vraiment comme si c'était mon enfant, je le rassure, je le gronde, voilà. En plus, j'en prends conscience, j'en prends conscience après, pas tout de suite, pas sur le coup, mais voilà, j'essaye de me corriger, mais c'est pas facile. Et vos enfants, parfois, ils vous voient faire ça ? Oui, tout à fait. Et du coup, eux-mêmes, ils m'entendent aussi, surtout. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et du coup, ça doit un petit peu les... Oui. Après, il y a aussi mes enfants aussi, du coup, ils prennent le même pli que moi. Voilà. Je ne veux pas dire qu'ils grondent leur papy, mais du moins, voilà, et des fois, ça devient plus un papy. Ça devient presque un copain. Il n'y a même plus cette notion de papy. Donc j'essaye de recadrer les choses, mais des fois c'est un peu difficile. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a beaucoup échangé? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des témoignages dans la salle? Je crois que sur les réseaux sociaux, pour l'instant, on a fait le tour. Oui, bonjour. Merci, Laurent Hirsch. J'ai une expérience qui va de l'accompagnement à l'associatif en passant par les solutions qui sont dédiées à l'homme. Donc c'est pas la question, mais je suis ravi qu'enfin on parle de l'accompagnant, puisqu'il faut quand même être clair. Ça fait 17 ans moi que je suis dans ce type de secteur. Il est grand temps que les gens s'y mettent, que les différents acteurs de la chaîne de valeur bougent. Et il y a une complémentarité entre tous les acteurs, bien évidemment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'ait pas parlé encore aujourd'hui de formation et d'information. Parce que, par exemple, madame, je ne sais pas si vous avez cherché à trouver quelque chose pour vous assister. Même si tout malade est différent, même si tout accompagnant a sa propre personnalité, les problématiques, grossièrement, sont presque toujours les mêmes. Donc vous avez des structures de type associatif, que ce soit l'Association française des aidants, France Alzheimer, enfin, il y a un paquet de gens autour de vous, et la plupart du temps, on ne sait pas que ça existe. Rien ne se passe, on se débrouille tout seul, et j'allais dire on se démerde, mais c'est plutôt ça. Et puis, Inch'Allah, et le discours, grossièrement, est toujours le même. Moi, j'ai accompagné 2 parents pendant 15 ans, c'est toujours le même truc. Et heureusement que des groupes, et je pense que là, Corian pousse certainement avec d'autres, je ne vais pas faire de pub pour Corian, mais il est temps que, avant d'aller en EHPAD, on est d'abord à la maison. Il y a des gens qui restent à la maison parce qu'on n'a pas parlé non plus d'un point important, c'est l'argent. Tout service, on doit être assisté. Quand on est à la maison, bien, il faut avoir des prestations complémentaires au suivi familial, traditionnel. Et là, l'argent est où ? Ce qu'on voit dans les bons établissements d'EHPAD, la musicothérapie, l'art-thérapie, ce genre de choses, si vous commencez à faire ça chez vous, c'est pas envisageable. Ou alors il faut un salaire colossal. Je parle en net,
pas en brut. Voilà, alors grossièrement, Serge, si tu peux aborder ce type de choses, parce que c'est formation, information, ça existe. Il est grand temps de faire des trucs avec des choses qui existent. Là, il n'y a pas besoin de créer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on rappellera d'abord, en effet, que finalement, les associations de malades en particulier, alors on pense à France Alzheimer qui a été la première sur ces sujets-là, ont du coup généré elles-mêmes des systèmes d'accompagnement, des systèmes d'éducation thérapeutique et des systèmes de formation. Donc c'est vrai que ça existe, ça s'est développé. Et là encore une fois, c'est la société civile qui s'est bougée toute seule, qui n'a pas attendu que ça se décide du haut, parce que ça ne se décidait pas. Ensuite, il y a un certain nombre de choses. Il y a quelques maisons des aidants, par exemple, où il se passe des choses. Enfin, l'Association française des aidants a construit des choses, et ainsi de suite. Il y a en effet progressivement une prise de conscience aussi, avec des débats. Jusqu'où je dois devenir un professionnel? Jusqu'où je dois être compétent? Il y a des choses à connaître, parce que le bon cœur et le bon sens ne suffisent pas toujours. On peut faire des grosses bêtises par incompétence, parce qu'on ne sait pas, et donc autant savoir. Mais évidemment, à un moment donné, normalement, ma compétence doit s'arrêter au titre d'être remplacée tout simplement par un professionnel. Et donc derrière, il y a en partie cette notion d'éducation thérapeutique, c'est souvent le terme, pour ne pas dire formation justement, pour ne pas rentrer dans le champ du professionnel. Mais on voit bien qu'il y a en effet un besoin aussi de savoir un certain nombre de choses, et un certain nombre d'aidants qui le demandent. Mais y compris d'ailleurs parce que parfois ça les soulage aussi. Apprendre à retourner une personne de la bonne manière, on évite de se tourner le dos soi-même, donc d'être soi-même à devoir être aidé par la suite, ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a en effet là des enjeux extrêmement majeurs. Et il faut le rappeler, c'est vrai que ça a démarré par la société civile, ça a démarré par des associations de malades, en particulier France Alzheimer, et puis d'autres qui se sont là aussi développés et qui ont finalement poussé ensuite d'autres, et en particulier la collectivité, à commencer à prendre leurs responsabilités. Alors il y a une deuxième intervention. Oui, bonsoir. Goran Todorovic, je suis directeur de pôle chez Corian, Centre de Seine. J'avais une question concernant, plutôt en lien avec les salariés aidants. J'étais très sensible à vos témoignages, mesdames, qui étaient très touchants. On vient de dire qu'il y a à peu près 8 millions d'aidants reconnus ou pas reconnus. J'avais eu l'occasion de lire qu'a priori, on a à peu près 4,3 millions d'aidants officiels en France, mais quasiment 11 millions, ce qui fait une personne sur 6 actuellement en France. En 2030, on vise quasiment un Français sur 4 qui est un nombre assez important dû aux diverses raisons de mutations socio-démographiques. Aujourd'hui, nous-mêmes, comme employeurs, on a des collaborateurs qui sont eux-mêmes salariés aidants, donc ils ont quelqu'un à la maison, ils ont accompagné un proche, un enfant handicapé, une personne âgée, etc. Quelles solutions pourraient exister pour préserver leur performance? Parce qu'on sait que parfois ces collaborateurs-là sont obligés d'avoir une forme d'absentéisme. Souvent aussi, c'est un frein à certaines promotions, des stress. Vous venez de le dire également, il y a beaucoup des personnes qui n'osent pas avouer, qui sont aidants par ailleurs. Aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal. Je ne sais pas si pour certaines entreprises, cette problématique de salariés aidants devrait devenir une composante à part entière de la politique RSE. Mais très clairement, je ne sais pas s'il y a déjà des bonnes pratiques ou comment est-ce que demain, comment est-ce qu'on pourrait conserver les engagements des salariés tout en maintenant les objectifs dans une logique de responsabilité gagnant-gagnant et d'aider les salariés aidants à mieux vivre et également que la performance d'entreprise soit optimisée. Merci. Merci. Alors, pour rappel, dans une entreprise sur 5 aujourd'hui, déjà, il y a plus d'absentéisme pour accompagner un parent que pour un enfant. Donc on voit bien qu'il y a déjà quelque chose qui se passe, c'est que tout simplement, cette réalité-là, que les entreprises le veuillent ou non, cette réalité-là est déjà une réalité pour elles. Alors il y a plusieurs personnes qui veulent, sans doute Véronique, tu auras des choses à dire aussi là-dessus, y compris sur comment les entreprises sont intervenues. Vous vouliez répondre sur cette question-là ? Bonjour, donc Pauline Joly, je suis responsable santé et qualité de vie au travail au sein du groupe Corian.
On a signé un accord qualité du travail en octobre 2017. Et dans cet accord, il a été convenu d'éditer, entre autres, une fiche qui résume plusieurs actions au sein du groupe Corian pour accompagner nos salariés, éventuellement le don de RTT, plein de petites choses comme ça, et aussi des services que Malakoff Médéric, notre prévoyance, nous permet de proposer également à nos salariés. Voilà pour ma réponse. Merci beaucoup. Alors, Marie de Henzel, je fais un peu d'exercice en même temps. Je voulais faire juste deux remarques. Une remarque sur, on a parlé du genre. Effectivement, statistiquement, l'aidante est une femme, vous l'avez dit, une femme de plus de 50 ans. Je voulais juste rappeler parce que qu'il y a des capacités de care, de sollicitude chez les hommes que l'on ignore. J'en ai été témoin quand il y a plus de 20 ans de ça, quand j'étais psychologue en soins palliatifs à l'époque du sida, où la moitié des personnes mourantes que nous avons accueillies dans l'unité de soins palliatifs étaient des jeunes hommes qui allaient mourir, et où j'ai vraiment été témoin de la sollicitude des hommes qui étaient leurs compagnons pendant toutes ces années, pendant 10 ans. Donc, il y a une capacité de care énorme chez les hommes. J'en ai été témoin. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on a parlé de valorisation de l'aidant. Et on oublie peut-être aussi qu'on pourrait faire un travail autour de la valorisation de la manière de se laisser aider. J'ai été aidante moi-même quelques mois, il y a 6 mois, puisque j'ai perdu ma mère et que j'ai eu l'occasion justement d'expérimenter quelque chose que je savais théoriquement, c'est-à-dire que les derniers mois de sa vie, alors elle peinait à se laisser aider, je me suis dit que c'était important que je valorise le fait qu'elle se laissait aider et que j'ai fait tout un travail de valorisation du lâcher-prise, en lui montrant qu'en lâchant prise, elle faisait un cadeau énorme à ses enfants. Et en fait, elle l'a compris, elle m'a remerciée, et c'est ce qu'elle a fait. Et je me suis dit, au fond, on parle toujours de la valorisation de l'aidant, mais est-ce qu'on valorise le fait d'être si vulnérable, si fragile, que l'on n'a pas d'autre solution que de se faire aider, et que se faire aider avec grâce, se laisser aider, c'est un immense cadeau pour les aidants. Voilà. Oui, puisque le micro est là, je vais dire un petit mot, mais sur un tout autre thème. J'ai des connexions assez fortes avec l'Arche, donc avec Jean Vanier, qui est un ami que j'aime beaucoup. Et la philosophie de l'Arche, c'est qu'est-ce que m'apporte l'handicapé? Si je ne m'occupe pas d'handicapé, je reste sur moi-même et je ne vais pas avancer dans ma vie. Donc on voit dans cette association des gens qui sont là depuis très longtemps. Hein. Hier j'y étais, il y avait une personne en face de moi qui était là depuis 42 ans. Donc dans différentes comme ça, positions salariales ou bénévoles. Mais ce qui est l'attrait, c'est cette philosophie étrange, c'est que l'aider m'apprend à vivre même. C'est la philosophie de l'association. Merci beaucoup. Je crois que vos deux interventions, on est justement sur cette notion du care, qui est en effet absolument pas une histoire de sexe, c'est une histoire d'état d'esprit, une histoire de capacité à l'altérité et capacité à regarder et accepter ses propres fragilité, en disant ça sera peut-être moi demain, et ainsi de suite. Mais je trouve qu'en effet, comment ce cadeau que je peux faire en disant oui, j'ai besoin de toi. Mais c'est pour ça que je n'aime pas le mot dépendance. C'est qu'on est dans une société qui nous explique que chacun doit être autonome le plus fort possible. Et donc dire j'ai besoin de toi, tu me fais du bien en m'aidant, c'est finalement un message politique au plus grand sens du terme. Alors ça a été porté par Lévinas, Saint-Augustin et tout ça, il y a eu quelques gens qui ont été là-dessus, mais c'est ça, c'est aussi accepter notre part de fragilité. Et ça me permet, à partir de ces deux éléments-là, de dire justement, je reviens à la valorisation de l'aidant, mais à travers cela, c'est en étant aidant, on apprend aussi.
Et d'une certaine manière, tout à l'heure, vous parliez des entreprises. Comment finalement les entreprises peuvent aussi valoriser des gens qui, à un moment donné de leur vie, n'ont pas fait que leur vie, ont été aussi aidants, ont réussi parfois à jongler entre les deux, ce qui est quand même pas évident. Alors d'accord, les femmes sont plus douées pour ça que les hommes, ok, mais n'empêche que, comment j'arrive à faire les deux et comment j'ai développé quelque chose, parce que Véronique, vous n'êtes pas la même après cette expérience, et Farida, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on apprend aussi des choses, vous n'êtes pas les mêmes. Et comment on pourrait valoriser cela? Il ne s'agit pas de dire c'est la performance, c'est meilleur, je ne sais pas quoi, mais n'empêche que j'ai rencontré des personnes qui, du coup, avaient totalement changé d'orientation professionnelle suite, justement, à ce type de situation. Elles se sont découvertes autrement. Voilà. Il y a déjà des RH, enfin des responsables de ressources humaines dans les entreprises qui savent guider les salariés après une expérience d'aidant pour les aider à inventorier au fond toutes les compétences qu'ils ont mis en œuvre lorsqu'ils étaient aidants. Donc ça commence à... Effectivement, j'ai été très disponible, j'ai été capable d'organiser, d'improviser, j'ai été capable de faire se comprendre des univers très différents, parce qu'on ne parle pas le même langage quand on est une auxiliaire de vie, quand on a un médecin, quand on est cet aidé-là qui allait très bien avant et qui aujourd'hui... voilà. Donc il y a une capacité à faire vivre comme ça tous ces gens qui ne se parlaient pas et qui tout à coup doivent collaborer. Il y a plein de compétences qui sont mises en œuvre dans une expérience d'aidant au long cours et qui ont de la valeur et qui peuvent effectivement être valorisées ensuite et permettre de se reprofiler si tant est que ce soit l'envie de la personne anciennement aidante. Mais effectivement, je pense que c'est ce qui ressort de ce que nous disons là ce soir, c'est que c'est une expérience qui, contrairement à ce que moi j'ai pu entendre et ce que beaucoup entendent, mais vivement que ça s'arrête, en gros c'est pas une vie, ça sert à rien, c'est du temps perdu pour une personne qui de toute façon va mourir. Eh bien non, c'est une expérience qui est nourrissante, qui oblige de déployer d'autres ressources, parfois qu'on ignorait soi-même, et qui sont très utiles dans un vivre ensemble. On parle tellement de vivre ensemble, mais voilà une expérience qui apporte du grain à moudre dans la volonté de réaliser du vivre ensemble. Merci. Alors, avant que Aude me rejoigne pour nous présenter un peu Non ? T'as pas prévu ? Bon. Et nous avons une dernière question sur Twitter. Qu'en est-il du projet de reconnaissance du statut d'aidant ? Voilà. Alors, c'est pas une colle. Alors, c'est très simple. Il y a eu un projet de loi qui a été présenté il y a un mois ou deux, qui a été retoqué à la fois à la demande du gouvernement et puis par les députés, sous l'idée que ce serait mis dans la grande loi qui apparaîtra peut-être sur le grand âge. C'est un peu ça. Donc pour l'instant, ça a été porté par une partie des députés qui poussait jusqu'à ce qu'il y ait un statut des aidants. Alors il y a un grand débat, est-ce qu'il faut un statut des aidants ou pas ? Parce que ça peut aussi enfermer les aidants dans ce statut. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être pas la meilleure situation. De fait, il y a déjà une reconnaissance. Michel Delaunay serait avec nous, on pourrait en parler. Dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, pour la première fois, on parle des aidants et donc aussi du droit au répit, ainsi de suite. Donc de fait, ça crée un statut. De la même manière, dans la petite loi Hérault sur les retraites, pour la première fois, on a évoqué le fait que quand les gens, justement, sont obligés d'arrêter de travailler pour accompagner un proche, jusqu'à présent, c'était le total double peine, puisque vous arrêtez de travailler, et donc on considère que vos droits à la retraite s'arrêtent aussi, donc c'est comme vous ne cotisez plus. Et du coup, quand la personne fait valoir ses droits à la retraite, on lui dit oui, mais vous n'avez pas travaillé. Sauf qu'elle s'est arrêtée, non pas pour partir en vacances, mais pour accompagner un proche. Et donc là, il y a une limite maintenant, mais dans la limite de 8 trimestres, où on peut faire valoir ses droits, et ainsi de suite. Mais c'est compliqué, et puis ça reste très très limité. Mais donc, il n'est pas impossible, Véronique, que dans la grande loi que l'on nous prépare, la question des aidants soit présente. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, vous parliez tout à l'heure de l'aidant qui n'a pas de vie professionnelle par ailleurs et qui peut lui avoir envie d'une reconnaissance. Moi, par rapport à ça, je pense que c'est important dans les entreprises justement quand on négocie des droits. Je pense notamment aux salariés aidants qui disent
Ben voilà, mon collègue qui vient d'avoir un enfant a des jours d'enfant malade. Moi, j'ai une vieille mère que je voudrais bien accompagner, mais j'ai pas droit à ces jours-là. Pourquoi un temps de la vie on accepte et pas à l'autre, etc. Et donc, ce genre de négociation, il est nécessaire de reconnaître ce rôle de l'aidant. Alors moi, j'aurais plus envie de parler du rôle de l'aidant, d'un rôle social, d'un rôle citoyen, d'un rôle familial, bien sûr, mais je pense que la fatigue de l'aidant, elle est aussi due au fait que l'aidant souvent est enfermé dans un huis clos aidant-aidé. Et moi, je pense vraiment, enfin, je ne suis pas la seule, il y a plein de mairies, etc., qu'il est nécessaire de rompre cet huis clos l'aidant est toujours... L'aidé est une personne qui continue parfois à avoir encore des amis, qui est encore le voisin, qui est encore un collègue de boulot. Et donc, à ce titre, pourquoi, lorsqu'il devient fragile, devrait-il vivre juste dans son périmètre privé ? Enfin, donc je pense que les aidants qui arrivent aussi à demander de l'aide, à ouvrir la maison, à accueillir des voisins, à dire, voilà, moi j'ai besoin de sortir. Mais bon, pour ça, il faut aussi de l'accessibilité, il faut donc développer des espaces publics qui permettent aux personnes en perte d'autonomie de bouger, de se transporter. Enfin, ça implique beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour faciliter, enfin, disons, pour lever un peu cette fatigue de l'aidant, avant peut-être d'envisager un statut. Enfin, il y a des gens qui bondiront en entendant ça, mais moi je pense que le statut, de même que je n'étais pas favorable du tout au statut de la femme au foyer, de dire qu'il y a des mères au foyer, des mères qui élèvent leurs enfants. Enfin, je veux dire, alors ça voudrait dire qu'il y a des super aidants ou des moins bons aidants selon qu'on est aidant avec le statut à temps plein. Puis alors, si on est aidant que quelques heures par semaine, on sera un moins bon statut, un moins bon aidant. Enfin, c'est la même question qui sont posées pour les mères au foyer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à envisager parce que le statut va encore renvoyer et renfermer l'aidant dans son huis clos et dans sa maison, quoi. Ça me rappelle quelque chose. Je ne citerai pas la ministre c'était pas Michel Delaunay qui a eu cette idée-là, à un moment donné, qui m'avait contacté, qui m'a dit bon, on va avoir du mal à mettre beaucoup d'argent sur les aidants. Alors ce qu'on propose, c'est on va faire une médaille des aidants. Et là, j'ai dit faut peut-être arrêter les trucs, quoi, à un moment donné. Voilà. Et donc rien d'autre. Hein, voilà, il y aura une médaille. Donc jusque vraiment, c'est la voilà. Donc en effet, c'est le moment où, quand on ne sait pas quoi faire, on va donner des bibelots et on va rien faire. Donc en effet, il peut y avoir aussi ce risque-là. Alors. Une dernière intervention. Oui, allez-y, bien sûr, avec plaisir. Les chauves sont à l'honneur, je suis très... voilà. Je vous en remercie, on s'est reconnus, nous nous sommes reconnus tout de suite. L'intitulé, c'était « Jusqu'en maison de retraite », et c'était sur ce dernier point que je voulais revenir, parce que j'ai travaillé il y a quelques années, grâce à Corian, sur le suicide des aidants naturels, une fois que l'aidé était accueilli dans nos EHPAD, ce qui veut bien dire que ça reste pas si simple que ça. Et vous avez utilisé un mot, et ce n'est pas du tout un reproche, c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Et je pense qu'il y a un vrai travail sur le mot à faire. Vous parliez de placer. Et je pense que j'ai un rêve, voir disparaître ce mot. Nous sommes des accompagnateurs de vie. Nos EHPAD sont des lieux de vie. Et nous sommes là pour permettre à l'aidé et aux aidants de continuer leur chemin de vie, y compris ensemble. Et je pense que c'est ça, déjà, que j'aimerais voir véhiculer et voir ce mot de... Voilà. Vous animez une association qui s'appelle Passerelle. J'ai eu la chance de rencontrer la mère d'Anne Roumanoff, Colette Roumanoff, qui utilise un mot que j'aime beaucoup. Vous êtes cette passerelle dans le lieu de vie initial de nos aînés. Elle utilise le mot de relais. Je pense que nos structures se situent plus tard comme un relais aussi, parce qu'on peut y rentrer, on peut en ressortir. C'est un passage de compétences. Nous avons là ce soir parmi nous le docteur Bell, qui fait, et c'est le troisième point, un gros travail d'information et de formation au sein des EHPAD pour faire comprendre
aux aidants ce qu'est le fonctionnement d'un EHPAD, comment ils peuvent l'aborder, comment eux-mêmes peuvent y trouver des repères. Alors c'est vrai qu'on a une vaste culture médicale à gommer sur mon résident, mon patient, mon. Non, les familles sont des co-acteurs et des co-constructeurs de l'accompagnement de nos aînés. Et le travail que fait le docteur Bell, qui est cette formation des aidants au sein des EHPAD, est quelque chose qui me semble capital. Elle ne le sait pas encore, elle ne savait pas que j'allais parler d'elle comme ça. Mais on s'est retrouvés il y a quelques jours. Et on a le désir d'aller encore plus loin. Et je parlerai, c'est peut-être pas le bon mot, mais de l'aidant expert, comme on a parlé du patient expert, c'est-à-dire reconnaître, valoriser tout ce que l'aidé a permis à l'aidant d'apprendre et que ça puisse être valorisé entre eux. Et puis, ça sera des projets que nous avons aussi. Voilà, c'était des petits mots que je voulais glisser comme ça. Mais vous avez raison, monsieur. De toute façon, j'ai rencontré dernièrement le docteur Catherine Bale et elle fait un travail tout à fait remarquable avec une formation adaptée qui s'appelle Aidant en EHPAD. Et je lui ai demandé effectivement si elle pouvait venir ce soir et je suis ravie qu'elle ait pu se libérer pour participer, si vous voulez, à cet atelier. Et c'est vrai que nous, avec Passerelle, nous essayons de faire cheminer les aidants familiaux parce que des fois c'est une nécessité vers les maisons de retraite médicalisées ou les EHPAD. Mais quelque part, nous posons aussi la question du devenir de l'aidant familial lorsqu'il rentre en EHPAD. Parce que cet aidant familial qui a eu effectivement un rôle d'aidant à domicile, qui a toute une expérience, toute une connaissance du proche aidé, qui connaît bien son rôle, lorsqu'il arrive effectivement en EHPAD, il se sent dépossédé, en partie, si vous voulez, de ce rôle d'aidant. Et alors, ce qu'il faudrait peut-être le faire travailler, c'est travailler ensemble, c'est peut-être le mot vous bloquera aussi, mais en tous les cas, avec le docteur Catherine Bale, ce qui est important, c'est qu'elle fait travailler sur cette idée nouvelle que l'aidant familial a un autre rôle en tant qu'aidant familial en EHPAD. Et c'est cet atelier qu'elle organise, ce sont des ateliers, si vous voulez, extrêmement intéressants. Et entre autres, il y a une partie qui me semble essentielle lorsqu'on rentre en institution, c'est la compréhension du fonctionnement de l'institution, parce que l'institution, elle a ses obligations, elle a un cahier des charges, elle a des règles qu'elle doit respecter, et l'aidant familial doit comprendre aussi effectivement ces règles qui existent, mais à contrario, si les professionnels aussi de cet EHPAD doivent bien comprendre quelles sont les particularités, la vie, le projet de vie de cet aidant. Chaque aidant, finalement, est unique. Et c'est cet échange de compétences et de connaissances qui fait que la relation va pouvoir se baser sur une relation de confiance. Et ce travail, si vous voulez, d'écoute et d'échange entre professionnels et aidants familiales, lors des premiers mois, les 3 premiers mois, en entrée en EHPAD, c'est absolument fondamental. Merci beaucoup, Martine. Vous vouliez rajouter un petit mot, Farida ? Oui. Alors, vraiment très rapidement, on oublie souvent de parler des conjoints d'aidants qui aident beaucoup les aidants et qui les soutiennent. Enfin, quand il y en a un. Et alors pour ma part, c'est vrai que mon conjoint me soutient beaucoup et je pense que je perdrais pied s'il n'était pas là. Pardon. Merci beaucoup. Il doit regarder. Donc voilà. Merci. Alors on était sur les mots et on a fait tout un travail avec la fondation justement. Et donc sur le site, vous trouverez tout l'élément qu'on a fait sur les mots pour le dire. Ou par exemple, en effet, on ne parle pas de placer, mais on parle d'accueillir. Mais cher ami, on dit pas, on pousse aussi les gens à ne pas dire nos seniors ou nos aînés parce qu'ils ne sont pas à nous. Donc c'est aussi la question de la citoyenneté de l'autre et l'altérité. Donc tous, à des moments ou des autres, on se plante sur les termes, mais l'important en effet, c'est la dynamique qu'on a. Alors on va s'arrêter là parce que heureusement Michel Delaunay n'est pas venu parce que finalement on est complètement à la bourre. Mais autre peut-être juste
Aude est la déléguée générale de la Fondation, pièce maîtresse de toute cette histoire-là. Et là, juste, comme je suis déjà atteint un petit peu de l'Alzheimer, ne serait-ce que j'ai aucune idée des prochains rendez-vous. Je crois que c'est important que tu nous les dises. Merci Serge, bonsoir à tous. Alors effectivement, on se retrouve ici le 11 avril prochain pour un nouveau plateau intitulé « Des métiers pas comme les autres ». Donc là, voilà, on essaiera de valoriser les professionnels, les soignants en établissement et à domicile, à travers des portraits notamment et des parcours professionnels intéressants. Et on remettra également à cette occasion le 2e prix de la Fondation Corian, qui a été placé cette année sous le thème de favoriser la parole des aînés et le libre choix des aînés. Et puis on se retrouve très rapidement dès mardi prochain à Toulon pour la prochaine matinale de la Fondation Corian. Vous êtes tous conviés, bien sûr. Voilà. Voilà, je suis vieux et alors, et là on va évoquer l'utilité et le rôle social des aînés autour de 3 tables rondes qui s'annoncent passionnantes comme d'habitude. Comme d'habitude. Et on aura, je crois, Sarah, on est autour de 320 personnes pour l'instant. Hein, donc voilà, c'est aussi des endroits. Alors, chère Sophie, c'est à toi de conclure cette soirée. Quelques mots de conclusion, pas facile, parce que vraiment je voudrais commencer par vous remercier chacune pour vos témoignages et vraiment la sincérité de vos propos. Je crois que ça nous fait tous beaucoup progresser que de vous entendre raconter à la fois ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et tout ce que vous en tirez ensuite pour continuer, porter et nous permettre collectivement de progresser. Moi, j'avais envie de partager avec vous finalement deux conclusions, observations. La première, je crois que ça a été dit très fortement, en particulier par vous, aider transforme. Avoir été aidant, je pense, effectivement, c'est pas un statut. Ça peut pas être un statut au sens figé, parce qu'on n'est jamais uniquement et à jamais un aidant. Ça fait partie des multiples choses que l'on fait dans une vie. Mais aider transforme profondément, crée aussi des vocations. Et je voudrais dire ici, j'ai pas de chiffres, mais je sais que beaucoup des collaborateurs de Corian sont des aidants. Ça a été évoqué en disant, je crois que c'est Goran qui l'évoquait en disant que font les entreprises pour leurs salariés aidants. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que chez Corian, chez nous, il y a vraisemblablement une très grande majorité de nos collaborateurs qui, à un moment ou à un autre, ont été aidants et que ça a parfois déclenché d'ailleurs leur vocation de passer d'aidants privés à aidants professionnels. Et je crois que ça participe pour une grande partie de leur engagement et de leur vocation. Et je crois qu'en réalité, c'est un trait assez commun d'ailleurs de tous les professionnels de santé, d'avoir à un moment ou à un autre été confrontés ou d'être passés par là à un moment ou à un autre de leur vie. La deuxième des choses, c'est ce que vous avez dit, monsieur, en disant qu'effectivement, c'était peut-être pas ce qui a été le plus accentué là, mais finalement d'entendre aujourd'hui ces témoignages sur un aidant privé, entre guillemets, nous interroge, nous, aidants professionnels, sur la façon dont nous pouvons accueillir et intégrer pleinement dans le parcours de vie des personnes qui s'adressent à nous, eh bien, l'ensemble des aidants, les aidants privés professionnels, et à quel point ça doit nous conduire à repenser la façon dont nous œuvrons dans nos établissements de santé, nos maisons de retraite, et faire une pleine place à l'aidant initial, l'aidant privé, parce que c'est cela aussi qui participe du bon soin, de la qualité de vie et d'une forme de notre humanité commune. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me réjouis beaucoup de la collaboration qu'on engage à travers la Fondation Corian avec Passerelle Assist Aidant. On va travailler un peu à titre expérimental sur la manière dont l'accompagnement que vous proposez, je dirais, à domicile, peut aussi accompagner et améliorer, contribuer à la qualité du soin en établissement, en maison de retraite, et regarder si de cela on peut tirer des bonnes pratiques qu'on pourra généraliser plus largement. Donc on vous rendra compte de ces expériences et de ce parcours à la fin de cette année, parce qu'il nous faut un peu de temps pour voir ce que ça va donner, mais en tout cas je pense que c'est une belle aventure que l'on engage ensemble, et donc merci de la rendre possible. Voilà, mais écoutez, je vous donne rendez-vous le 11 avril prochain dans ce même lieu, et on découvrira effectivement qui seront les lauréats de notre deuxième prix. Et bien d'ici là, je vous invite à partager un verre. Merci beaucoup.